Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Florian, ce soir, donc nous allons présenter la spécialité automatique et système embarqué de l'ENSISA. Certains d'entre vous ont peut-être déjà assisté à la présentation concernant l'ENSISA qui s'est faite samedi. Donc, je ne vais pas revenir sur ces éléments-là. La présentation sera également mise en ligne ou elle est peut-être déjà en ligne sur YouTube. Vous pourrez la consulter au cas où. Je vais essayer d'être assez concis et rapide et général également pour pouvoir laisser la place majoritairement aux questions. Euh, donc j'ai une petite dizaine de transparents à peine vraiment pour vous présenter les tenants et aboutissants de la spécialité automatique et système embarqué ce soir. Alors, simplement pour repositionner un peu le contexte, donc l'ENSISA est une école d'ingénieurs publique qui est une composante d'une université. Donc c'est une composante interne d'une université qui est l'université de Haute-Alsace. Et l'UHA, c'est 10 500 étudiants globalement recensés cette année, répartis sur deux villes, Mulhouse et Colmar, dans lesquelles nous avons 5 campus. Et donc cette université comporte deux écoles d'ingénieurs, donc l'école de chimie et l'ENSISA, qui sont toutes deux membres du groupe INSA, ce qui nous permet de faire des recrutements aussi d'étudiants post-bac. Voilà. Alors, devenir ingénieur, c'est un processus de formation. D'abord, hein, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la démarche que vous avez commencée, hein, qui est vos études. Donc, vous allez continuer probablement si vous allez vers une formation d'ingénieur dans cette démarche de formation. Mais comme je l'ai mentionné ici sur ce transparent, c'est aussi une démarche de transformation, puisqu'en fait, notre objectif, dans le cadre d'une formation d'ingénieur, c'est de vous permettre d'apprendre un métier. Et c'est probablement là une grande différence par rapport à votre cursus jusqu'à aujourd'hui, à part si vous êtes dans des cursus professionnalisants comme les DUT ou les BTS. La formation d'ingénieur a pour vocation de vous former à un métier. Et en ça, effectivement, c'est vraiment un processus de transformation au-delà d'un processus de formation. J'ai précisé aussi sur ce transparent que le processus peut être long, entre parenthèses, parce que c'est effectivement le ressenti en général qu'ont les étudiants. Alors Guillaume pourra peut-être témoigner de son expérience, puisque lui maintenant est à mi-parcours là sur ce monocycle qu'on voit sur ce transparent. Il est au milieu de son cursus. Ça peut paraître long, mais pour nous, de l'autre côté, pour les enseignants et pour l'équipe pédagogique, c'est plutôt court, puisqu'en 3 ans, on se donne pour objectif de vous donner tous les éléments et toutes les facettes d'exercer de manière efficace ce métier d'ingénieur sur votre carrière, qui sera une carrière d'un certain nombre d'années. Donc c'est vraiment un challenge qui est assez intéressant. Et c'est un jeu d'équilibriste, comme on le voit sur cette illustration. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard, parce que vous allez voir qu'il va falloir aussi qu'on équilibre un certain nombre d'éléments dans le cadre de cette formation. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose en ce qui concerne la spécialité automatique et système embarqué? Eh ben, on peut voir en fait la formation comme ce chemin qui est tracé ici et qui va vous permettre de passer par un certain nombre d'échéances et d'opportunités et de jalons. Donc, dans un premier temps, on va vous proposer de découvrir et de maîtriser les savoirs nécessaires pour devenir ingénieur. C'est tous les éléments de base qui vont constituer votre formation d'ingénieur en automatique et système embarqué. Donc ça, c'est plutôt au début de la formation. Et quand vous aurez acquis quelques compétences, eh bien, on va vous proposer dans un deuxième temps, mais très rapidement aussi, hein, dès la première année, des projets en mode collaboratif. Donc du travail en mode collaboratif qui va vous permettre de développer d'autres compétences d'interaction avec des collaborateurs, de gestion de projet, de planification, tout en réalisant des problématiques ou en résolvant des problématiques techniques ou scientifiques. Et puis dans un troisième temps, vous aurez la possibilité, dans le cadre de ce parcours, de personnaliser votre cursus. Personnaliser votre cursus, c'est-à-dire orienter le cursus selon vos envies par rapport à la manière dont vous souhaitez exercer votre métier à l'issue de votre formation. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller par exemple vers de l'entrepreneuriat, tel que c'est indiqué ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire aussi une partie de votre formation à l'étranger. Donc ça, c'est la partie mobilité. On offre ce type de possibilités pour faire soit des séjours de courte durée, des stages à l'étranger ou des semestres complets, voire des doubles diplômes. Donc finir avec votre diplôme d'ingénieur en poche et en plus un diplôme d'une autre université étrangère. Donc ça, c'est des choses qui vont se faire à la carte en fonction de vos résultats, bien entendu, mais de vos objectifs, après la formation d'ingénieur. Donc on va s'intéresser aussi
à construire avec vous votre projet professionnel pour savoir ce que vous souhaitez faire après et vous orienter donc dans vos choix par rapport à ça. Alors, ici, j'ai repris simplement pour repositionner un peu également la discussion, la définition du métier d'ingénieur telle qu'elle est donnée par la CTI, donc la commission des titres d'ingénieur. Vous connaissez peut-être cette commission, c'est celle qui donne le droit à une école d'ingénieur de diplômer des étudiants avec le diplôme d'ingénieur. Alors la définition est relativement longue. Pour l'égayer un peu, j'ai rajouté quelques couleurs et vous allez voir qu'en fait, il y a un code couleur que j'ai essayé d'utiliser pour expliquer un peu cette définition. Alors, le métier d'ingénieur, ça consiste à poser, à résoudre de manière performante et innovante des problèmes souvent complexes, en passant par la création, la conception et la réalisation et la mise en œuvre de contrôle de produits ou de systèmes. Et tout ça, il faut le faire dans un contexte assez compliqué, assez vaste, puisqu'il faut pour être en mesure de tenir compte aussi du financement de ces solutions, de leur commercialisation, dans le cadre d'une organisation le plus souvent compétitive. Donc vous voyez déjà que la mission n'est pas simple. Le métier d'ingénieur doit aussi intégrer des préoccupations qui sont propres à l'homme, la société, à ses valeurs et à la vie, à l'environnement. Donc ça, c'est la partie, la problématique de développement durable dont on entend de plus en plus parler et qui effectivement aujourd'hui fait partie intégrante des connaissances et des compétences que doit avoir un ingénieur digne de ce nom. Alors, j'ai essayé de résumer ça parce que nous allons former quand même des ingénieurs généralistes, scientifiques de haut niveau. Donc, j'ai essayé de résumer cette définition par une équation qui sera la seule que je vais vous projeter ce soir. Mais c'est une équation qui, je trouve, résume très bien cette définition de la CTI. Pour nous, un ingénieur, c'est quelqu'un qui a des savoirs. Donc, savoir poser un problème, savoir étudier le problème, savoir le résoudre. Donc, ça nécessite des connaissances multidisciplinaires et vastes. Ça nécessite du savoir-faire aussi. Quand on est ingénieur, il faut avoir des savoir-faire pour pouvoir créer un nouveau système, le concevoir, le réaliser et le mettre en œuvre. Donc là, il y a des savoir-faire aussi qu'il va falloir acquérir pendant le cursus. Et enfin, et un élément qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est aussi un savoir-être. Parce qu'il faut d'une part s'intégrer dans une équipe, travailler avec une équipe, être en mesure de manager potentiellement une équipe, en faisant attention que les activités que vous allez mener prennent en compte les problématiques de responsabilité sociétale et environnementale. Donc, ce qu'on cherche à faire dans le cadre de notre formation, et je reviens du coup sur l'illustration de la personne qui était en équilibre sur une corde, c'est d'arriver à équilibrer ces trois volets que constitue le métier d'ingénieur, pour fournir des savoirs, des savoir-faire et un savoir-être. Donc le cursus, je ne vais pas le détailler ce soir ici, on ne va pas passer en revue toutes les matières qui seront enseignées, mais le cursus va être composé de ces trois piliers, savoir, savoir-faire et savoir-être. Alors maintenant, pour être un peu plus concret par rapport à ce qu'on fait dans la spécialité automatique et système embarqué, on va former des ingénieurs qui seront en mesure de développer des systèmes que vous avez peut-être déjà chez vous. Peut-être que à la maison, chez vos parents, vous avez une tondeuse autonome ou un aspirateur automatique, un robot aspirateur ou ce genre de dispositif. Ça, ce sont typiquement des dispositifs qui intègrent des systèmes embarqués et des algorithmes du coup qui sont programmés dans ces systèmes embarqués pour réaliser certaines tâches. C'est l'objectif de notre spécialité, c'est de vous former au développement et à la conception de ce type de dispositif dans des domaines très différents. Alors ici, on en voit quelques-uns. On voit ici le domaine de la robotique industrielle, si vous voyez ma souris. Donc le domaine de la robotique industrielle, on va former des étudiants à concevoir ou à programmer des robots de ce type-là qui vont réaliser des tâches de façon autonome ou semi-autonome. Pour faire ce genre de choses, on va avoir besoin de compétences pour acquérir des signaux. Acquérir de la connaissance sur ce que fait le système, ça passe au travers de signaux. Donc on aura besoin de maîtriser ces techniques d'acquisition de signaux, de traiter ces signaux dans le but d'extraire les informations, pour ensuite aller, par exemple, piloter un système qui soit mobile, roulant, ou par exemple des systèmes de type drone. Donc tout au long de la formation, on va avoir des enseignements aussi bien scientifiques que technologiques pour maîtriser toutes ces problématiques, être en mesure de concevoir ce type de proto, donc de choisir les bons équipements, les bons capteurs, la bonne instrumentation pour développer un tel proto, mais également être en mesure de créer les algorithmes qu'on va embarquer sur ce système réel pour lui permettre d'acquérir de l'autonomie et de devenir, entre guillemets, intelligent.
Les domaines pratiques qu'on pourra attaquer, qu'on pourra toucher, concernent par exemple de la robotique mobile ou de la robotique aérienne. Aujourd'hui, il y a une forte activité drone au sein de l'école, dont on pourra discuter si vous le souhaitez un peu plus tard, mais également de la cobotique, donc de faire en sorte qu'un robot soit en mesure de prendre en compte des personnes qui sont à proximité de lui dans ses tâches d'exécution. C'est ce qu'on appelle la cobotique. Donc, ce sont des exemples de domaines dans lesquels nos étudiants sont amenés à travailler durant leur cursus, mais également après leur formation à l'ENSISA. Alors, d'un point de vue organisationnel et pédagogique, comment est construite la formation? Alors, elle est basée sur à peu près 2000 heures de formation sur 5 semestres académiques, répartis sur 5 semestres, hein. Le dernier semestre étant un semestre de stage. Donc 2000 heures de cours TD, TP, avec une répartition que vous voyez illustrée ici. Vous voyez que la partie stage est prépondérante, hein. 30% de la totalité de la formation concerne une expérience en entreprise, donc des stages à hauteur de 30 semaines au minimum durant votre cursus, ça pourrait être plus. Et vous pouvez voir aussi que la partie projet, travaux pratiques est également assez importante puisqu'on a quasiment 25%, un quart de la formation est destinée vraiment au développement de compétences pratiques dans le cadre des TP et des projets. Vous aurez à minima un projet par an. En première année, il y en a même plus, il y en a 2, voire 3 projets dans le cadre de la formation. Et puis, l'opportunité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de partir à l'étranger, donc avec au moins 4 semaines d'exposition à l'international durant les 3 années du cursus. Alors, on vous encouragera bien entendu à faire bien plus que 4 semaines à l'étranger, parce que là aussi, c'est une richesse que de savoir comment on exerce le même métier dans un contexte international et dans un contexte différent à celui que vous avez rencontré dans le cadre de votre formation. Alors le cursus ingénieur NCISA, qu'est-ce qu'il propose? Bien une formation organisée donc sur 6 semestres, dont 5 semestres académiques. Notre objectif est, grâce à ces enseignements, projets et stages, de vous permettre d'arriver à une autonomisation progressive, donc d'être de plus en plus autonome jusqu'à être en mesure de piloter intégralement un projet de sa phase d'étude jusqu'à la phase de réalisation. Ça, c'est les choses auxquelles vous arriverez à l'issue de la formation en dernière année. Vous aurez la possibilité de partir à l'étranger, alors S9 ou S10, donc semestre 9 et semestre 10, donc c'est les 2 derniers semestres du cursus, donc en 3e année. Vous pourrez partir à l'étranger si vous le souhaitez dans le cadre de ces semestres-là. Vous pourrez également faire un double diplôme, donc ce sont des possibilités, non pas des obligations, mais c'est vraiment des opportunités qu'on vous propose selon votre projet professionnel. Si vous ne souhaitez pas partir à l'étranger, il y a une autre possibilité qui consiste à faire la 3e année en alternance, par exemple, donc dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Et là, vous êtes salarié d'une entreprise durant votre dernière année du cursus ingénieur, ce qui veut dire que, étant salarié, vous toucherez un salaire et vous travaillerez à mi-temps dans l'entreprise et vous continuerez vos études à mi-temps à l'école. Donc ça, c'est une autre possibilité qui peut se faire en spécialité ASE. Et bien entendu, la langue va être également importante puisque vous allez avoir un métier avec beaucoup d'interactions, hein, qui sera caractérisé par beaucoup d'interactions. Donc il faudra également être en mesure de maîtriser à minima l'anglais. Et pour ça, on vous amène vers une certification du type TOEIC ou TOEFL ou d'autres types de certifications qui sont reconnues. Alors cette illustration montre assez bien la manière dont nous voyons en fait la formation d'ingénieur ASE, hein. Vous vous retrouvez devant un certain nombre de possibilités, d'opportunités, et c'est à vous de choisir quelles sont les portes que vous souhaitez ouvrir durant votre cursus. Est-ce que vous voulez faire un projet de 2e année en entreprise ou plutôt un projet en laboratoire? Est-ce que vous vous destinez à de l'entrepreneuriat, auquel cas vous pouvez également faire des démarches pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous êtes soutenu par l'école pour ça. Donc c'est vraiment une formation qui sera à la carte et où vous aurez un rôle vraiment prédéterminant et prédominant pour choisir vos orientations. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de la spécialité. Vous avez vu que je vous ai donné vraiment que les grandes lignes, hein. L'idée, c'est vraiment d'être en mesure d'interagir dans le cadre des questions que vous aurez été en mesure de poser. Et pour finir, je vous indique simplement les choses dont Florian vient de parler en introduction de la présentation. Donc, la chaîne YouTube de l'école, où vous allez pouvoir trouver un certain nombre de vidéos qui permettent de mieux appréhender le contexte de nos formations. Et puis la chaîne YouTube donc, de la spécialité,
où là vous allez retrouver aussi un certain nombre d'éléments pour découvrir les plateformes expérimentales dont on dispose, les concours auxquels participe la spécialité, donc ici un concours de robotique trinational, France, Allemagne, Suisse, à laquelle l'école prend part depuis un certain temps. Donc n'hésitez pas à consulter ces supports et ces médias d'information qui vont vous permettre de vous faire une meilleure idée de ce qu'on vous propose. Voilà. J'en ai terminé, donc je vous propose d'ouvrir la séance de questions. Merci beaucoup Jean-Philippe. Alors on va tout de suite démarrer avec une première question qui concerne le recrutement. Est-ce que vous avez des partenariats avec des établissements qui permettent d'avoir des places réservées ou d'intégrer plus facilement la spécialité ASE de l'ENSISA? Alors, est-ce que la question concerne le post-bac ou l'intégration à bac plus 2? Alors je pense que c'est bac plus 2 au vu de la question. Après, si la personne qui a posé la question peut me le... Alors, pour l'intégration à bac plus 2, effectivement, nous avons des conventions avec un certain nombre d'IUT, puisque les étudiants qui étaient engagés dans des cursus DUT, dans certains cas de figure, envisagent la poursuite d'études. Et pour cela, nous avons effectivement des conventions avec des formations d'IUT qui permettent aux meilleurs étudiants de DUT d'intégrer l'école sur simple dossier, sur un dossier même simplifié, sans entretien et sans concours. Alors on a présélectionné du coup un certain nombre d'IUT et de formations de DUT dans ces IUT-là. Typiquement pour la spécialité ASE, c'est essentiellement le génie électrique et informatique industrielle qui est concerné. Parce que notre formation s'inscrit dans la continuité en fait de ce que font les étudiants en GE2I et on se rend compte effectivement que l'expérience montre que ces étudiants-là réussissent très bien chez nous en ASE. Et donc on a mis en place ce système qui leur permet d'intégrer directement l'école sans passer de concours et sans entretien. Alors du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens d'évoquer, est-ce qu'il y a des prérequis à avoir pour intégrer la formation automatique et système embarqué? Bah, de façon générale, des prérequis, non. Il faut avoir effectivement une appétence et vraiment une motivation pour travailler dans un domaine technologique et technique, puisque comme vous l'avez vu là sur les différentes planches que j'ai montrées, on va s'intéresser à interagir avec des systèmes réels, à développer des systèmes réels. Donc il faut avoir cette curiosité technique et technologique et aimer effectivement s'amuser avec ce genre de système. Au sein de la formation, on a beaucoup d'équipements, hein. On voit des robots mobiles ici qui sont utilisés en TP sur la dernière slide. On voit des robots, des bras robots. On voit un robot Smart UHA là sur la planche sur la chaîne YouTube de l'ANSISA. Tout ça, ce sont des équipements qu'on a à l'école. Et pour faire fonctionner ce type d'équipement et être en mesure de les commander, de les piloter, eh ben, il faut avoir un vrai intérêt pour les matières techniques et technologiques. Merci beaucoup. J'ai une question d'Enzo dans le chat et je vais me permettre de la peut-être de l'étoffer un peu. Sa question était est-ce qu'on peut faire des challenges étudiants? Tout à l'heure, tu parlais des projets. Je pense que ce serait peut-être intéressant de parler des challenges et des projets qui sont possibles et peut-être que Guillaume, comme ça, pourra rebondir sur les projets que lui, il a pu faire à l'école pendant son cursus. Donc oui, bonsoir, Guillaume, en deuxième année. Alors moi, c'est clairement le cas parce que en ce moment, je suis en train de participer au concours Trinatronics. Donc, il faut savoir que les étudiants de deuxième année, ils réalisent un projet noté pendant un mois entier, à partir de fin avril. Et moi, je commence un peu avant, je valide mon projet à travers un concours trinational de mécatronique robotique, donc un concours allemand-suisse et français, avec 50 étudiants allemands, suisses ou français formant des équipes de 5-6 personnes, avec budget de 1200 euros de budget, un premier prix à hauteur de 1200 euros, une ligne sur le CV non négligeable. Et pour ma part, moi, c'est un robot nautique. Je réalise un petit robot nautique, un petit catamaran plus précisément, qui se déplace de façon autonome à l'aide de capteurs GPS et automatisé à l'aide des notions vues en cours, qui permettra de, je l'espère, cartographier un fond de lac. Et en ce qui concerne encore les défis, il y a aussi le club auquel j'ai un peu participé l'année dernière, c'était le club de drone. Il faut savoir que l'année dernière, le club a encore gagné le concours Drone Load. Donc niveau défi, je pense qu'il y a ce qu'il faut à l'école. Et il y a encore d'autres possibilités. Je sais qu'il y a des courses de voitures, etc. Niveau défi, à l'ENSISA, il y a ce qu'il faut.
Oui, pour compléter effectivement ce que vient de dire Guillaume, hein, durant l'intégralité du cursus, soit dans le cadre de clubs étudiants, mais soutenus par l'école, soit dans le cadre effectivement de manifestations vraiment organisées par l'école, les étudiants seront en mesure de participer à des challenges de ce type-là. Donc, on vient de citer Trinatronics, qui est une compétition à laquelle l'école participe depuis quelques années. Il y a DroneLoad. Alors, DroneLoad, c'est une compétition nationale qui est pilotée par Safran, organisé donc par l'industriel Safran, et où les écoles s'affrontent sur un sujet de développement de drones. Alors actuellement, le sujet, c'est de faire du taxi drone dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc l'idée est de pouvoir développer un drone qui soit en mesure d'apporter un colis à des athlètes lors des Jeux Olympiques. Et donc ça fait 2 années de suite que l'école, ça fait 3 années que l'école participe, et ça fait 2 années qu'elle remporte en fait la compétition nationale. Voilà, après, Et, pardon, allez-y Guillaume. et au-delà du défi, je pense que je les ai bien côtoyés, je les ai vus. Même moi, en ce moment, avec mon projet, je pense qu'il y a beaucoup d'épanouissement aussi. Et il y a toujours de l'engouement pour les défis à l'école. Il y a beaucoup d'engouement pour ça, on le constate effectivement chez les étudiants. Ils sont très volontaires quand on lance ce type de challenge ou quand on leur lance ce type de défi. Il y a une très forte réactivité de ce point de vue-là. Et puis, alors, Guillaume a parlé de lignes sur son CV. Ça aussi, j'aimerais le compléter, et c'est essentiel parce que ces projets-là vont vous permettre effectivement de construire votre parcours et votre CV. Et j'ai discuté la semaine dernière avec un étudiant qui était donc dans Drone Load l'année dernière, avec Quentin Huet, qui était à la tête de Drone Load l'année dernière. Il a trouvé son stage de fin d'études chez Safran grâce à sa participation à ce challenge. Donc là aussi, c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure, mais qui permettent derrière de s'ouvrir des portes quand on participe à ce type de challenge. Et du coup, si je peux rajouter à ce que vous avez dit, c'est que l'avantage aussi, c'est que l'école est intégrée à plusieurs groupes, notamment Alsace Tech ou le groupe INSA par exemple, et qu'il y a des concours ou des défis qui peuvent aussi être organisés par ces groupes, notamment Alsace Tech qui organise par exemple le concours Innovons Ensemble tous les ans. Et ça permet en fait aux étudiants de toutes les écoles membres du groupe Alsace Tech de pouvoir se réunir et de réfléchir à des innovations. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses un peu extra spécialités, on va dire, qui peuvent aussi permettre aux étudiants de se challenger. J'ai une question à présent qui concerne les stages. Combien y a-t-il de stages qui jalonnent donc la spécialité automatique et système embarqué? Et est-ce que vous nous aidez à les trouver? Alors, combien y a-t-il de stages? À minima 2. Un stage de première année, donc en fin de première année, en général durant l'été, d'au moins 4 semaines, dont l'objectif est de vous permettre de découvrir le monde de l'entreprise et le monde de l'entreprise en lien avec l'automatique et le système embarqué. Donc c'est plutôt un stage dans une entreprise du secteur industriel, et très souvent c'est un stage d'exécution, donc où vous remplacez, vous êtes sur une chaîne de production typiquement, et vous découvrez la fabrication dans un contexte industriel. Donc ça, c'est le stage de première année. Et ensuite, le stage de fin d'études, donc le projet de fin d'études de 6 mois, qui va démarrer pour nos étudiants dès lundi. Les étudiants de troisième année partent en stage, et donc celui-ci dure 6 mois, un minimum de 6 mois. Et là, donc, c'est un stage vraiment niveau ingénieur, où vous avez une mission d'ingénieur à exécuter pendant 6 mois en entreprise à 100%. Donc ça, c'est le minimum requis. Après, encore une fois, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire en plus, de façon optionnelle. Vous pouvez faire un stage de deuxième année, donc entre la deuxième et la troisième année, pareil, de 4 à 8 semaines. Ou alors, Guillaume vient de parler du projet de deuxième année qui conclut la deuxième année. Vous pouvez faire ce projet-là suivi d'un stage en entreprise. Donc ça vous fait une expérience d'au moins 10 semaines entre la deuxième et la troisième année. Donc ça, ce sont des opportunités supplémentaires que les étudiants peuvent saisir. Et on voit aussi là-dessus un engouement de plus en plus important. Pas mal d'étudiants maintenant font leur projet de deuxième année suivi d'un stage encore en entreprise à la fin de la deuxième année. Voilà. Mais au minimum, c'est un stage de première année, un stage de troisième année. Est-ce que l'école participe à la recherche de ce stage? Oui. Il y a un service des stages à l'école qui collecte les sujets de stage que nous transmettent les entreprises et qui les diffuse auprès des étudiants. On vous présente les démarches à faire aussi pour faire vos recherches de stage et pour décrocher vos stages. Donc vous êtes suivi dans votre démarche de recherche de stage de bout en bout.
Merci beaucoup pour cette réponse. Maintenant, une question qui concerne le recrutement un peu plus spécifiquement. Est-ce que le cycle post-bac intégré de l'école est obligatoire pour pouvoir entrer à la formation en automatique et système embarqué? Ouais, alors je vais juste, avant de répondre à cette question-là, finir sur la question des stages parce qu'il m'est venu Oui. autre chose entre-temps. C'est juste donner une statistique qui me semble importante aussi et qui se vérifie depuis un certain nombre d'années. 50% des étudiants en dernière année sont embauchés dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait un stage. Donc le stage est un bon moyen de mettre, de mettre les pieds dans la vie active et de trouver son job une fois sur deux. Bah, les étudiants sont embauchés, sont recrutés dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur stage. Alors pour revenir sur l'obligation de passer par le cycle post-bac pour intégrer l'école, la réponse est non. Historiquement, donc l'ENSISA est une école qui recrutait quasi exclusivement, enfin qui recrutait exclusivement à bac plus 2, donc après un post-bac. Donc on recrutait essentiellement sur le concours commun et dans les formations d'IUT ou de licence d'université. Et le cycle post-bac a été créé quand l'ENSISA est entré dans le groupe INSA. Et aujourd'hui, c'est pas la voie systématique ou la voie exclusive pour intégrer l'école. On a gardé l'intégration après le concours commun aux grandes écoles. Toujours une question d'un point de vue recrutement. Est-ce que les notes sont importantes pour postuler à la spécialité automatique et système embarqué? Bah, Alors je- peut-être oui. peut-être que du coup Marie-Claude pourrait évoquer peut-être ce qui est attendu pour les recrutements. Je ne sais pas en termes de dossier, etc. Peut-être qu'elle peut éclairer notre lanterne sur cette question. Bah, je peux apporter un élément de réponse en attendant que Marie-Claude peut-être prenne la parole. C'est que forcément, on va avoir un regard sur les notes, hein. Alors, je ne sais pas quelle est la formation de la personne qui a posé cette question, mais on aura un regard sur les notes puisque le cursus ingénieur est quand même un cursus qui est euh, assez dur, aussi bien d'un point de vue du planning, hein. Le planning est très contraint, et puis on demande quand même des efforts importants aux étudiants parce qu'on a peu de temps, encore une fois, pour leur permettre de se former à ce métier. Donc forcément, on va regarder effectivement quelles sont les notes de l'étudiant sur des matières importantes comme les maths, la physique, les sciences de base, tous les éléments sur lesquels on va chercher à capitaliser pour pouvoir derrière apprendre ce métier d'automaticien. De là à pouvoir vous donner des chiffres, quelle est la moyenne qu'il faut avoir en maths, ça me semble pas être ça me semble pas être nécessaire ce soir. Mais par contre, effectivement, c'est un élément important, notamment pour le cycle post-bac, puisque bah, vous allez passer les concours, enfin, vous allez passer par Parcoursup, et donc vous serez classé en fonction de vos résultats en première et en terminale. Donc les notes vont avoir un impact forcément. Merci beaucoup. Du coup, j'ai une autre question sur la poursuite d'études. Est-ce que c'est possible à la suite de la spécialité automatique et système embarqué, et du coup à la suite d'un diplôme d'ingénieur, de poursuivre les études? Oui, c'est tout à fait possible. Pardon? Oui. Bah, je souhaitais intervenir sur cette question parce que, Ah, comme Monsieur Laufenberger sait, moi-même personnellement, je réfléchis à réaliser peut-être une thèse. Alors, il y a des possibilités de faire des thèses en entreprise, il y a des possibilités de faire des thèses au sein d'un labo national, que ce soit à Mulhouse, ou, ou partout ailleurs dans un labo de recherche. Les possibilités sont là, surtout que dans le domaine système embarqué, avec tout ce qui est voiture connectée, traitement de l'information et des signaux, il y a de quoi faire niveau recherche. Donc réellement, oui, les opportunités pour faire de la poursuite d'études, du bac plus 8 ou même du grand enseignement à des niveaux plus élevés, il est possible de faire même un professorat, mais en tout cas, les possibilités sont là.
Oui, merci Guillaume. Effectivement, ça c'est une piste, une poursuite d'études donc pour aller vers le doctorat, donc à bac+8. Donc Guillaume est toujours pas rassasié, on n'a toujours pas réussi à le fatiguer dans le cadre de ces 2 années à l'école. Lui, il veut absolument aller vers un doctorat. Donc on va faire en sorte qu'il puisse réaliser atteindre cet objectif. Donc ça c'est une possibilité. Il y a une deuxième possibilité que j'ai évoquée, c'est le fait de faire un double diplôme. Donc dans le cadre de la dernière année du cursus, vous partez à l'étranger pour faire votre stage de fin de cursus ingénieur dans une université partenaire et vous continuez au moins un semestre de plus là-bas et vous obtenez un deuxième diplôme de l'université en question. Donc ça, c'est une possibilité de poursuite d'études à l'étranger. Ou alors, si vous souhaitez rajouter sur votre casquette, on va dire, d'ingénieur technique, scientifique, un côté plutôt managériat, gestion de projet, management, vous avez la possibilité aussi de faire un double diplôme, diplôme d'ingénieur et diplôme de management. Et là, on a un accord avec l'école de management de Strasbourg. Dans le cadre d'Alsastec, vous pouvez intégrer directement la deuxième année du master de management et du coup obtenir votre master de management en une année, en plus du diplôme d'ingénieur. Donc ça, c'est 3 possibilités de poursuite d'études. Encore une fois, vous voyez que bah, vous avez différentes solutions, différentes possibilités. À vous de faire le choix en fonction de ce que vous souhaitez et de ce que vous projetez de faire dans le cadre de votre carrière. Merci beaucoup, Jean-Philippe. J'ai une question, j'ai l'impression que c'est la dernière, donc on verra si entre-temps j'ai de nouveau une question, mais elle concerne en fait le choix de la spécialité, c'est-à-dire pourquoi choisir la spécialité automatique et système embarqué et non pas une formation plus informatique? Est-ce que les débouchés professionnels ne sont pas similaires? Si je peux aussi me permettre pour celle-là. J'allais vous proposer de répondre, Guillaume, pour avoir votre point de vue avant que j'intervienne. Moi, ce qui me plaît le plus dans la filière, c'est le côté exactement pluraliste, en fait, de la filière. C'est-à-dire que dans la vie professionnelle, on n'a peut-être pas forcément envie de se retrouver bloqué dans quelque chose de très technique. Bon, même si l'ingénieur, de plus en plus, il a quand même un rôle de management, on est quand même sur un domaine technique. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut, avec la filière généraliste, automatique et système embarqué, garder une vue globale des missions. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé avec des anciens de l'école qui font, par exemple, de l'aménagement de chaînes industrielles plus ou moins automatisées. Et quand vous aménagez une chaîne industrielle, vous touchez à tout. À la mécanique, à la robotique, à l'informatique, serveur, mais aussi, bien sûr, tout ce qui est l'électronique. Voilà, là, ça sera inévitable. Donc, vous touchez quand même à beaucoup de domaines. Ou vous pouvez, si c'est ce que vous souhaitez, vous spécialiser dans un langage informatique. Alors, vous n'allez pas être fait pour faire de l'informatique pure et dure, mais de l'informatique embarquée, ou vous spécialisez sur un microcontrôleur, sur un type de capteur, sur un type de système embarqué, comme si vous êtes fan de drone, ou dans une branche de l'automatique. Alors, l'automatique, je ne vais pas forcément revenir dessus, c'est une science assez récente, mais en soi, l'automatique, elle sera toujours embarquée. Et aussi, comme dit auparavant, vous avez le choix dans un environnement qui est privé ou non, public. Donc ce que je préfère dans la filière, c'est vraiment le fait qu'elle nous ouvre énormément. Moi, je trouve énormément de portes. Voilà. Donc, si vous hésitez encore peut-être à vous orienter dans un domaine plus ou moins précis, la filière, elle a énormément d'intérêt parce qu'elle vous laissera encore le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez faire. C'est une très bonne question, effectivement, qui revient régulièrement parce que on a du mal à voir effectivement à faire la distinction entre un métier d'ingénieur en informatique et un métier d'ingénieur en automatique et système embarqué parce que l'automaticien, il va programmer des systèmes, il va programmer il va écrire des algorithmes qui seront amenés à tourner sur un système informatique. Voilà. Donc on a du mal à dissocier les deux. Je dirais que ce qui différencie les deux, c'est que si vous avez de l'intérêt pour des choses qui bougent, pour des systèmes pratiques, comme les drones qu'on voit à l'écran, les robots, le robot Smart UHA, si ce genre de technologie vous intéresse, alors il vaut mieux vous orienter vers l'automatique et les systèmes embarqués parce qu'on va vous former pour construire ces systèmes-là et développer les algorithmes aussi qui vont faire fonctionner ces systèmes-là.
L'informatique sera beaucoup plus, en tout cas à l'ENSISA, la spécialité informatique et réseau, va vous permettre de développer des compétences pour développer de grandes applications en intégrant des soucis par exemple de sciences de données, d'intelligence artificielle, mais qui ne seront pas destinés à des systèmes bien particuliers, à des systèmes physiques réels ou à des systèmes bien particuliers. On fait l'abstraction en fait de ce système réel du côté de l'informatique. Mais si par contre vous aimez beaucoup vous intéresser à des problématiques réelles, concrètes, pour lesquelles vous souhaitez apporter des solutions ou améliorer ces solutions en proposant des algorithmes de nouvelle génération qui optimisent ces systèmes, alors c'est plutôt l'automatique et les systèmes embarqués vers lesquels il faut se tourner. Mais les métiers ne sont pas du tout les mêmes, très clairement. Après, il y a des passerelles. On a d'ailleurs des enseignements, on souhaite ouvrir des enseignements de la spécialité auto aux informaticiens, comme par exemple le traitement d'images, et à l'inverse, ouvrir des enseignements d'informatique aux automaticiens, comme l'IA dont je viens de parler, donc l'intelligence artificielle, parce qu'on en retrouve de plus en plus embarqués sur des robots, sur des choses comme ça. Donc il y a vraiment un intérêt, et je dirais même plus une nécessité, à ce que les barrières tombent de ce point de vue-là. Voilà. Et pour les gens qui se poseraient vraiment la question de savoir ce qu'ils voudraient choisir, je peux que les inviter à assister à la présentation de mercredi où Jean-Marc Perronne, donc le responsable de la spécialité informatique et réseau, présentera donc cette spécialité sous le même format que Jean-Philippe actuellement. Donc j'ai pas eu d'autres questions entre-temps, donc je vous propose de clôturer cette visio. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine. Non, à part remercier les gens qui ont participé du coup ce soir à cet échange, remercier les gens qui l'ont rendu possible, donc Marie-Claude, Florian, enfin toutes les personnes impliquées dans cette semaine de portes ouvertes à distance, et puis remercier également Guillaume pour avoir participé également ce soir, et pour l'honnêteté et la franchise de ses réponses. Voilà. Moi aussi, Merci à je vous tous. remercie. C'était un plaisir. Eh bien, du coup, je vous propose donc de clôturer. Je vous remercie également d'avoir participé à cette visio. Je remercie Jean-Philippe pour sa présentation, Guillaume également pour d'être venu accompagner Jean-Philippe sur cette visio et Marie-Claude pour son aide et son soutien sur l'organisation de ces JPO. Donc, merci à tous d'avoir participé et du coup, ben, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur nos réseaux ou sur le site web de l'école. Bonne soirée, au revoir. Au Au revoir. revoir.